Je m'appelle Henri, j'ai 28 ans, et je n'aurais jamais pensé que mes propres parents me trahiraient de cette façon. Pendant des années, j'ai cumulé plusieurs emplois tout en étudiant l'ingénierie, croyant que mon fonds d'études m'aiderait finalement à éponger ma dette étudiante écrasante. Puis, j'ai découvert la vérité. Ils l'avaient complètement vidé pour financer l'entreprise de bijoux de ma sœur Hélène, la même qu'ils avaient toujours qualifiée de plus prometteuse que ma carrière. Je leur ai complètement coupé les ponts. Des semaines plus tard, ma mère a appelé, envoie de l'argent pour le loyer de ta sœur. Avant que je vous dise ce que j'ai répondu, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et abonnez-vous si vous avez déjà dû tenir tête à une famille qui vous considérait comme acquis. Grandir à Westlake, une banlieue de classe moyenne près de Cleveland, Ohio, semblait parfaitement normal au début. Notre maison coloniale de 2 étages avec ses volets bleus délavés n'était pas luxueuse, mais c'était chez nous. Mon père, Michael, travaillait comme directeur des ventes dans une entreprise de fourniture de bureaux, tandis que ma mère, Caroline, enseignait en 3e année à l'école primaire locale. Ma sœur Hélène est arrivée quand j'avais 3 ans, complétant notre famille américaine en apparence parfaite. La première fois que j'ai remarqué que quelque chose était différent, c'était pour mon 7e anniversaire. J'avais espéré un ensemble de blocs de construction que j'avais montré du doigt pendant des mois. À la place, j'ai eu un sac à dos pratique pour l'école et quelques vêtements. Maman a souri en s'excusant et a dit « Nous devons être pratiques avec toi, Henri. Tu comprends ?» J'ai hoché la tête, ne voulant pas paraître ingrat. 2 mois plus tard, pour le 4e anniversaire d'Hélène, ils ont transformé notre jardin en un jardin enchanté avec un château gonflable loué et une maquilleuse professionnelle. Quand j'ai mentionné la différence, papa m'a ébouriffé les cheveux et a dit « Ta sœur est tellement excitée par ces choses. Tu as toujours été plus sérieux. » Ce schéma a continué tout au long de l'école primaire. Mes excellentes notes étaient accueillies par de rapides hochements de tête et des commentaires comme « C'est ce que nous attendons de toi, Henri. » Quand Hélène a ramené un B+ en art, ils l'ont accroché sur le réfrigérateur pendant des mois et l'ont emmené manger une glace pour célébrer sa percée artistique. J'ai commencé à comprendre mon rôle dans la famille, celui qui est fiable, celui qui ne devrait pas avoir besoin de beaucoup d'attention. Malgré cela, ma passion pour l'ingénierie a fleuri très tôt. À 9 ans, j'ai démonté et réassemblé notre grille-pain cassé, rayonnant de fierté quand il a fonctionné à nouveau. Papa a juste froncé les sourcils en voyant le désordre que j'avais fait sur la table de la cuisine. À 11 ans, je construisais des structures complexes avec tous les matériaux que je pouvais trouver. Du carton, des bâtonnets de glace, de vieilles pièces électroniques. Mon projet de sciences de 6e, une maquette fonctionnelle d'un pont hydraulique, a remporté le premier prix au concours scientifique du district. Mes parents y ont assisté mais sont partis tôt car Hélène avait un récital de danse le même après-midi. Madame Donovan, ma professeure de sciences de 7e, a été la première adulte à sembler vraiment impressionnée par mes capacités. Après la classe un jour, elle m'a montré un magazine sur les innovations en ingénierie et a dit « Tu as un don, Henri. Je te vois concevoir des choses incroyables un jour. » Ces mots sont restés gravés en moi, devenant mon étoile polaire quand la reconnaissance familiale était rare. Quand j'ai eu 12 ans, lors d'un rare moment d'attention parentale, papa a mentionné quelque chose qui allait façonner mes attentes futures. Nous avons commencé un fonds d'études pour toi, Henri. Si tu maintiens ces notes, tu auras une bonne avance pour l'école d'ingénieur. Maman a hoché la tête en signe d'accord, ajoutant « L'éducation est importante. Nous mettons un peu de côté chaque mois. » Cette promesse est devenue fondamentale dans ma compréhension de leur amour. Ils ne le montraient peut-être pas émotionnellement, mais ils planifiaient mon avenir. Tout au long de mon adolescence, ils ont régulièrement fait référence à ce fonds. On ne peut pas se permettre ces billets de concert, Henri. Nous mettons cet argent de côté pour tes études. Ou, ce camp d'été serait bien, mais nous nous concentrons sur ton fonds d'études. J'ai accepté ces sacrifices, reconnaissant qu'ils investissaient dans mon avenir, même s'ils étaient avares de compliments. Pendant ce temps, Hélène passait d'un passe-temps coûteux à l'autre avec une fréquence alarmante. Chacun était salué comme la découverte de sa véritable vocation. À 13 ans, la photographie est devenue sa passion. Maman et papa n'ont pas hésité à acheter un équipement photo de $2000, ainsi que des logiciels de retouche et du matériel d'impression. 6 mois plus tard, l'appareil photo prenait la poussière alors qu'Hélène découvrait la peinture. Notre garage s'est transformé en un studio privé avec des chevalets, des toiles et des peintures de qualité supérieure qui coûtaient plus que ce que je gagnais en 3 mois à tondre des pelouses. À 16 ans, Hélène s'était tournée vers la création de mode.
De nouvelles machines à coudre sont apparues, ainsi que des mannequins et des rouleaux de tissu infinis. Maman la conduisait à des cours le week-end à Columbus, à près de 2 heures de route dans chaque sens. Quand j'ai demandé à participer à un camp de robotique à seulement 30 minutes de chez nous, papa a soupiré et a mentionné des contraintes budgétaires. Peut-être l'année prochaine, fiston. Le fonds d'études passe en premier. J'ai commencé à remarquer une tension financière dans notre foyer. Les disputes à voix basse entre mes parents au sujet des factures de cartes de crédit sont devenues plus fréquentes. Pour aider, j'ai pris un travail à temps partiel à la quincaillerie locale, travaillant les week-ends et les vacances d'été. J'ai contribué aux dépenses du ménage et acheté mes propres vêtements et fournitures scolaires, croyant que je protégeais ce fonds d'études sacré. Ma remise de diplôme du lycée aurait dû être une célébration marquante. J'avais terminé 2e de ma classe, obtenant une bourse partielle pour le programme d'ingénierie de l'Ohio State. Mes parents ont assisté à la cérémonie, bien sûr, mais leurs félicitations semblaient machinales. « Bon travail, Henry », a dit papa en regardant sa montre. Ils étaient pressés de partir pour l'exposition d'art d'Hélène dans un café local où elle montrait ses derniers croquis de mode. Ça pourrait être le début de sa carrière, s'est exclamé maman avec enthousiasme alors qu'il me pressait vers la voiture. Mes réalisations semblaient être une case qu'ils étaient heureux de cocher. Le potentiel d'Hélène justifiait toujours leur enthousiasme. Cette nuit-là, alors qu'ils s'extasiaient sur les 5 dessins d'Hélène exposés entre la machine à expresso et la vitrine à pâtisserie, je me suis retiré dans ma chambre pour revoir mon dossier d'acceptation à l'université. J'ai calculé les coûts par rapport à mes économies et au fonds promis, planifiant mon avenir avec la précision méthodique que j'appliquerais à n'importe quel problème d'ingénierie. Je croyais que ce fonds représentait leur foi en moi, même s'ils ne pouvaient pas le montrer d'autre manière. Arrivé sur le campus de l'Ohio State m'a rempli d'un sentiment de possibilité que j'avais rarement ressenti. Pour la première fois, j'étais entouré de gens qui parlaient mon langage de mathématiques, de physique et de design. Pendant la semaine d'orientation, j'ai rencontré le bureau d'aide financière, mentionnant avec confiance mon fonds d'études. Mes parents épargnent depuis que j'ai 12 ans, ai-je expliqué au conseiller. Je devrais accéder à ces fonds pour compléter ma bourse partielle. La première déception est arrivée seulement 2 jours plus tard. Maman a appelé, sa voix étrangement hésitante. Henry, à propos du fonds d'études. Nous ne pouvons fournir qu'environ la moitié de ce que nous espérions. Elle a expliqué que des dépenses imprévues étaient survenues, mais a promis qu'ils enverraient ce qu'ils pourraient chaque semestre. J'ai ravalé ma déception, ajustant mes plans en conséquence. Cet après-midi-là, j'ai demandé des prêts étudiants et je suis allé au bureau de l'emploi du campus. En une semaine, je travaillais 30 heures dans 3 emplois différents, rangeant des livres à la bibliothèque, assistant dans le laboratoire d'ingénierie et livrant des pizzas les week-ends. Ma journée type commençait à 5 heures du matin avec un service à la bibliothèque avant les cours, suivi d'un travail de laboratoire l'après-midi, puis de livraison jusqu'à minuit. J'étudiais entre les livraisons, gardant des manuels dans ma voiture et révisant des formules au feu rouge. Le sommeil est devenu un luxe que je ne pouvais pas me permettre. La plupart des nuits, je dormais 4 ou 5 heures avant que mon réveil ne sonne, signalant une autre journée marathon. Mon colocataire Jeff, dont les parents couvraient toutes ses dépenses, observait mon emploi du temps avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Mec, tu vas faire un burn-out », m'a-t-il prévenu un soir, me trouvant endormi à mon bureau, le visage pressé contre mon manuel de thermodynamique. J'ai juste haussé les épaules. Pas le choix. Un diplôme d'ingénieur, ça ne se paie pas tout seul. Les défis académiques étaient considérables. Même sans mon emploi du temps de travail éreintant, les cours d'ingénierie exigeaient précision, créativité et une résolution de problèmes sans fin. Les projets de groupe ont souffert car je ne pouvais pas assister aux réunions du soir, ce qui m'obligeait à compléter mes parties indépendamment pendant la nuit. Mes notes sont restées solides, mais pas spectaculaires, des A et des B+, là où j'aurais pu obtenir des A partout avec plus de temps pour étudier. La vie sociale est devenue un luxe inabordable. Quand des camarades de classe m'invitaient à des matchs de football ou à des groupes d'études dans des cafés, je calculais le coût en heures travaillées et en dollars gagnés. Presque toujours, je déclinais. Les événements de réseautage, cruciaux pour les étudiants en ingénierie cherchant des stages, entraient en conflit avec des services de livraison que je ne pouvais pas me permettre de manquer. J'ai regardé de loin mes pères tisser des liens qui se traduiraient plus tard par des offres d'emploi. Pendant mes premières vacances de Thanksgiving, j'ai conduit les 3 heures pour rentrer chez moi, impatient de quelques jours de repos. Au moment où j'ai franchi la porte, la voix animée d'Hélène dominait la maison.
Ça va révolutionner le marché des accessoires, proclamait-elle en montrant à nos parents des croquis de bijoux. La table de la salle à manger avait été transformée en un atelier de fortune avec des perles, du fil et des outils éparpillés sur la surface. Hélène a lancé une entreprise de bijoux sur mesure, a expliqué maman, le visage rayonnant de fierté. Elle a déjà vendu 3 pièces à ses anciens professeurs de lycée. Papa m'a tapé sur l'épaule. Henri, viens voir ce que ta sœur a créé. Elle a une vraie vision. J'ai posé mon sac de linge. J'avais ramené des vêtements à la maison pour économiser sur les frais de laverie et j'ai examiné le travail d'Hélène. Les pièces étaient assez jolies, bien que similaires à des articles que j'avais vus dans des kiosques de centres commerciaux. Ça a l'air bien, ai-je offert, essayant sincèrement d'être encourageant. Pas seulement bien, a corrigé papa. C'est spécial. Elle discute déjà avec une boutique à Columbus pour distribuer sa ligne. Pendant toutes les vacances, l'entreprise d'Hélène a dominé chaque conversation. De nouveaux équipements apparaissaient quotidiennement. Un four à bijoux spécialisé, des outils de travail des métaux de première qualité, des matériaux d'emballage avec des logos imprimés sur mesure. Quand j'ai demandé le coût, maman a agité la main d'un air dédaigneux. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. C'est un investissement dans l'avenir d'Hélène. J'ai ravalé la question évidente. Et l'investissement dans mon avenir? Et le fonds d'études qui avait soudainement diminué. À mon retour sur le campus, notre communication est devenue de plus en plus distante. Mes appels à la maison allaient à la messagerie vocale. Les rappels étaient brefs, maman ou papa disant souvent qu'ils allaient aider Hélène à un salon d'artisanat ou à une réunion de boutique. Leurs questions sur mes études sont devenues machinales, leur intérêt semblant épuisé après avoir demandé si j'allais toujours bien. Le schéma s'est poursuivi pendant ma 2e et ma 3e année. Chaque visite de vacances révélait de nouvelles expansions de l'entreprise de bijoux d'Hélène, une pièce dédiée dans la maison convertie en studio, un site web professionnel, des cartes de visite brillantes. Pendant ce temps, chaque semestre apportait de nouvelles notifications sur l'augmentation du solde de mes prêts étudiants. Pendant les vacances d'hiver de ma 3e année, une réunion de famille particulièrement douloureuse a tout cristallisé. Nous avons reçu de la famille élargie pour le dîner et la conversation tournait entièrement autour des entreprises créatives d'Hélène. Mon cousin m'a interrogé sur mes études d'ingénierie, mais papa m'a interrompu avant que je puisse répondre. Henri s'en sort bien avec ses études, a-t-il dit d'un ton dédaigneux. Mais vous devriez voir la nouvelle collection d'Hélène. Elle incorpore des pierres semi-précieuses maintenant. Plus tard, en aidant maman à faire la vaisselle, j'ai entendu papa parler à mon oncle dans le salon. L'ingénierie, c'est juste un travail, a-t-il dit, ne réalisant pas que je pouvais l'entendre. Hélène a un vrai potentiel. Elle pourrait construire quelque chose de spécial, quelque chose avec son nom dessus. Henri ne fait que suivre un chemin conventionnel. J'ai failli laisser tomber l'assiette que je séchais. Toutes ces années de travail acharné, l'emploi du temps écrasant, les sacrifices, réduits à un simple chemin conventionnel. Cette nuit-là, j'étais allongé, éveillé, dans ma chambre d'enfant, fixant le plafond, me demandant si quelque chose que j'accomplirais serait un jour à la hauteur à leurs yeux. En dernière année, le travail et les études constants avaient fait des ravages. Des cernes sombres soulignaient en permanence mes yeux. Mon poids avait chuté à cause des repas sautés et du stress, mais une opportunité s'est présentée qui a momentanément éclairci mes perspectives. Un stage prestigieux dans une entreprise d'ingénierie innovante à Cincinnati. Le poste correspondait parfaitement à mes intérêts pour le design durable et offrait de fortes possibilités d'emploi après l'obtention du diplôme. Il y avait juste un problème. Le stage ne payait qu'une petite allocation, insuffisante pour couvrir mes dépenses de base pendant que je continuais mes cours. Je devrais réduire mes heures de travail, créant un déficit financier. À contre-cœur, j'ai appelé mes parents. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important, ai-je expliqué, décrivant les avantages professionnels de l'opportunité. J'ai juste besoin d'un peu d'aide pour un semestre, peut-être du fonds d'études. La longue pause qui a suivi aurait dû me préparer à la réponse. Nous n'avons tout simplement pas ça en ce moment, Henri, a finalement dit maman. L'entreprise d'Hélène est à un stade de croissance critique. Peut-être essayer un autre prêt étudiant. J'ai décliné le stage, acceptant à la place un poste dans une usine de fabrication locale qui payait mieux mais offrait peu en termes d'avancement de carrière. Le monde de l'ingénierie valorise ses premières connexions prestigieuses, et je savais que je sacrifiais des opportunités futures pour une survie financière immédiate, un autre compromis dans une longue lignée.
Le jour de la remise des diplômes est arrivé avec un étrange mélange de fierté et d'épuisement. 4 années de travail acharné m'avaient valu un baccalauréat en sciences de l'ingénierie mécanique. La cérémonie était prévue à 10 h du matin, et j'avais demandé à ma famille d'arriver à 9 h pour que nous puissions prendre des photos avant que je doive m'aligner avec ma classe. À 9 h 45, j'étais seul devant l'auditorium, vérifiant continuellement mon téléphone. Finalement, un SMS de maman, en retard. Hélène devait se préparer pour le marché artisanal de demain. Garde-nous des places. Je ne pouvais pas garder de place à une cérémonie de remise de diplôme où les étudiants et les familles sont assis séparément, mais je n'ai pas pris la peine de l'expliquer. Au moment où ils sont arrivés, se précipitant à 10 h 20, j'étais déjà assis avec mes camarades de classe. Je les ai aperçus trouver des places à l'arrière juste avant que les diplômés en ingénierie ne soient appelés. Le doyen a lu mon nom, mentionnant ma distinction cum laude. En traversant la scène, j'ai scruté la foule, repérant mes parents au loin. Papa vérifiait son téléphone. Maman aidait Hélène à organiser quelque chose dans un dossier, des formulaires pour le marché artisanal, j'ai appris plus tard. Mon moment, 4 années de travail, n'a été qu'un simple point sur le radar d'attention. Après la cérémonie, nous nous sommes réunis brièvement pour des photos. Nous devons y aller bientôt, a mentionné papa en regardant sa montre. Hélène doit finir de préparer ses présentoirs pour demain. En fait, ai-je dit, rassemblant ma détermination, j'espérais que nous pourrions discuter de mes prêts étudiants. Maintenant que j'ai mon diplôme, je voulais parler de l'utilisation du reste du fonds d'études pour rembourser une partie de la dette. Mes parents ont échangé un regard que je n'ai pas tout à fait pu interpréter, quelque chose entre la culpabilité et l'alarme. Discutons à la maison, a suggéré maman. Pas ici. Dans leur voiture sur le chemin de mon appartement, un silence inconfortable régnait. J'ai réessayé. Les intérêts s'accumulent déjà. Si nous pouvions appliquer le fonds d'études maintenant, cela permettrait d'économiser de l'argent à long terme. Papa s'est éclairci la gorge. Henri, il y a quelque chose que nous devons expliquer. Mon estomac s'est noué alors que nous nous garions sur le parking de mon immeuble. Quelque chose dans son ton a déclenché une alarme dans mon esprit. Nous étions assis dans la voiture garée, moteur éteint, la chaleur du printemps s'accumulant dans l'espace clos. Le fonds d'études, ai-je demandé quand aucun d'eux n'a parlé. Papa a agrippé le volant, bien que nous ne bougions pas, la situation est que, eh bien, le fonds n'est pas actuellement disponible. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-il bloqué dans un investissement qui doit arriver à maturité? Maman s'est tournée sur son siège pour me faire face. Nous avons dû prendre des décisions familiales, Henri. Tu te débrouillais si bien tout seul avec tes emplois et ta bourse. Qu'est-ce que vous dites, ai-je demandé, bien qu'une prise de conscience écœurante se formait déjà. Papa s'est finalement tourné pour me faire face. Il y a 2 ans, nous avons dû réallouer ses ressources. L'entreprise d'Hélène avait besoin de capital pour se développer. C'était une décision familiale basée sur les priorités du moment. Le mot « réallouer » flottait dans l'air comme un gaz toxique. Vous avez dépensé mon fonds d'études pour l'entreprise de bijoux d'Hélène. Ma voix semblait distante à mes propres oreilles. Ce n'était pas juste dépenser, a dit maman sur la défensive. C'était un investissement dans l'avenir de la famille. L'entreprise d'Hélène a un tel potentiel. Tu sais à quel point elle est créative. Mon éducation ne comptait pas comme l'avenir de la famille. La question est sortie à peine au-dessus d'un murmure. Tu étais déjà sur ta voie, a expliqué papa, comme si cela clarifiait tout. Ton diplôme allait arriver quoi qu'il arrive. Hélène avait besoin de ce coup de pouce pour s'établir. Nous avons considéré que cela avait des retours sur investissement plus prometteurs. Plus prometteurs que moi. Les mots n'ont pas été prononcés, mais ils auraient tout aussi bien pu être peints sur un panneau d'affichage. Combien, ai-je réussi à demander? Combien y avait-il dans ce fonds avant que vous ne le réallouiez? Un autre échange de regards inconfortables. Environ 47 000 $, a finalement admis papa. Nous épargnons depuis que tu as 12 ans. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. 47 000 $. Presque exactement le montant de la dette de prêt étudiant que je portais maintenant. La dette qui me suivrait pendant des années, limitant mes options de logement, retardant tout espoir de constituer ma propre épargne, pesant sur chaque décision financière. Quand aviez-vous prévu de me le dire, ai-je demandé, ma voix tremblant malgré mes efforts pour la contrôler. Nous pensions que ce ne serait peut-être pas nécessaire, a dit maman.
Tu gérais tout si bien. Donc, si je n'avais pas demandé, vous m'auriez simplement laissé croire que l'argent était toujours là? Vous m'auriez laissé continuer à penser que vous souteniez mon éducation pendant que je m'épuisais au travail? Le visage de papa s'est durci. Tu es dramatique, Henri. Nous t'avons soutenu de bien des manières. Nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Fiers? Vous m'avez à peine regardé recevoir mon diplôme aujourd'hui. C'est injuste, a protesté maman. Nous étions là. Nous avons toujours été là. Être physiquement présent n'est pas la même chose qu'être là, ai-je rétorqué. Vous avez été les parents d'Hélène, pas les miens, depuis des années. La portière de la voiture s'est soudainement ouverte de l'extérieur. Hélène se tenait là, l'air confus. Qu'est-ce qui prend si longtemps? Je dois rentrer à la maison pour finir de fixer les prix de ma nouvelle collection. Le timing était si absurdement parfait que j'ai ri, un son dur et brisé qui les a tous les trois fait sursauter. Savais-tu? Lui ai-je demandé directement. Savais-tu d'où venait tout cet équipement? Le site web, les supports marketing, les fournitures? L'expression d'Hélène est passée de la confusion à la surprise, puis rapidement à la défensive. Ils ont dit qu'ils investissaient dans mon entreprise. Il n'y a rien de mal à ce que des parents soutiennent les rêves de leurs enfants. Ils n'investissaient pas de nouvel argent, ai-je expliqué froidement. Ils utilisaient le fonds d'études qu'ils m'avaient promis. L'argent qui était censé m'empêcher de terminer mes études avec une dette écrasante. Je ne savais pas que c'était spécifiquement ton argent d'études, a-t-elle balbutié en cherchant la confirmation de nos parents. Mais honnêtement, Henri, les carrières artistiques sont beaucoup plus difficiles à établir que l'ingénierie. Tu gagneras un salaire à 6 chiffres tout de suite. Moi, je construis quelque chose à partir de rien. 6 chiffres, ai-je répété avec incrédulité. Je commence à 42 000 $ avec plus de 47 000 $ de dette parce que j'ai dû travailler au lieu de prendre des stages propices à l'avancement de carrière, parce que chaque décision que j'ai prise était contrainte par la nécessité de subvenir à mes besoins alors que je pensais que mon argent était épargné. Tu pourrais toujours travailler pour Hélène un jour, a suggéré papa comme s'il offrait une solution, une fois que l'entreprise décollera vraiment. Gardez tout ça en famille. Ce fut le moment où quelque chose s'est brisé en moi. Le dernier fil d'espoir qu'ils puissent reconnaître l'ampleur de leur trahison. Je suis sorti de la voiture, récupérant ma toge et ma toque de diplômé du coffre. J'ai besoin que vous partiez tous, ai-je dit doucement. Je ne peux pas faire ça maintenant. Henri, ne sois pas comme ça le jour de ta remise de diplôme, a plaidé maman. Mon jour de remise de diplôme est déjà gâché, ai-je répondu. S'il vous plaît, partez. Je suis retourné à mon appartement sans me retourner, entendant leur voiture démarrer et s'éloigner. À l'intérieur de mon petit T1, entouré de manuels d'ingénierie et de meubles d'occasion que j'avais rassemblés, j'ai finalement laissé les larmes couler. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans mon lit. Je suis resté assis sur mon balcon jusqu'à l'aube, regardant les étoiles et me demandant comment les personnes qui étaient censées m'aimer le plus avaient pu rejeter mon avenir si complètement. Les semaines qui ont suivi la remise des diplômes se sont déroulées dans un brouillard de trahison et d'incrédulité. J'ai commencé mon nouveau poste d'ingénieur chez Midwest Dynamics, une entreprise de fabrication de taille moyenne qui m'avait offert un premier rôle dans son département de conception. Mes collègues ont remarqué ma distraction mais l'ont attribué à l'adaptation à un nouvel emploi. À l'intérieur, je m'effondrais. Après 2 semaines d'insomnie et de crise d'angoisse, j'ai utilisé ma nouvelle assurance maladie pour trouver un thérapeute. Le docteur Abrams, une femme calme aux cheveux grisonnants et aux yeux pénétrants, a écouté mon histoire sans interruption. Ce que vous décrivez est une profonde rupture de confiance, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Votre réaction, la blessure, la colère, le sentiment d'inutilité, ce sont toutes des réponses normales à un traitement anormal. Pendant nos séances, j'ai calculé l'impact financier réel de la décision de mes parents. Les 47 000 $, s'ils avaient été appliqués à mes prêts immédiatement après l'obtention de mon diplôme, auraient permis d'économiser environ 21 000 $ d'intérêt sur la période de remboursement standard de 10 ans. Au-delà de l'argent, les coûts d'opportunité étaient incalculables. Des stages prestigieux refusés, des événements de réseautage manqués, des projets de recherche abandonnés en raison de conflits de travail. Mon téléphone s'est rempli de messages vocaux et de SMS de mes parents. Leurs approches allaient des justifications défensives, nous avons fait ce qui semblait juste à l'époque, à la minimisation de mes sentiments, tu réagis de manière excessive, en passant par la culpabilisation, après tout ce que nous avons fait pour toi.
Pas une seule fois ils n'ont reconnu l'ampleur de leur trahison ni offert une quelconque forme de restitution. 3 semaines après la remise des diplômes, j'ai accepté un dîner tendu dans un lieu neutre, un restaurant à mi-chemin entre mon appartement et leur maison. La conversation s'est rapidement détériorée. Nous comprenons que tu sois contrarié, a commencé maman. Mais la famille, c'est savoir surmonter les désaccords. Ce n'est pas un désaccord, ai-je corrigé. Vous avez pris quelque chose qui m'était promis et vous l'avez donné à Hélène. C'est du vol. Le visage de papa s'est empourpré. Nous t'avons mieux élevé que de nous parler de cette façon. Tout ce que nous avons fait, c'était pour cette famille. La moitié de cette famille, ai-je rétorqué. La moitié qui ne m'inclut pas, ce n'est pas juste, Henri, a protesté maman. Nous t'avons toujours soutenu. Avec quel mot? Parce que ce n'était certainement pas avec des actions ou de l'argent. Le dîner s'est terminé sans résolution, juste avec un fossé plus profond. Je suis rentré chez moi sans sentiment de clôture, seulement la confirmation qu'ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils avaient fait. Pendant ce temps, par des amis communs, j'ai appris que l'entreprise d'Hélène continuait de lutter malgré l'investissement substantiel. Sa nouvelle collection ne s'était pas bien vendue au marché artisanal. La boutique de Columbus avait refusé de distribuer sa ligne, citant une qualité inconstante. Elle s'était développée trop rapidement, commandant des matériaux en vrac avant d'établir une demande. Pourtant, mes parents continuaient d'injecter des ressources dans son entreprise défaillante. Un ami qui a visité leur maison a mentionné de nouveaux équipements d'emballage dans le studio d'Hélène. Un autre a rapporté avoir vu papa déposer des fournitures un jour de semaine alors qu'il aurait dû être au travail. J'ai pris la décision délibérée d'établir des limites. J'ai décliné les invitations au dîner du dimanche. J'ai laissé les appels aller à la messagerie vocale, ne répondant que par de brefs SMS lorsque c'était nécessaire. Je me suis concentré plutôt sur la construction d'une stabilité dans ma nouvelle vie, établissant un budget qui tenait compte de mes lourds remboursements de prêts, tissant des liens avec des collègues qui pourraient m'aider à faire avancer ma carrière, trouvant de petits moments de joie malgré mes contraintes financières. Le véritable point de rupture est survenu 2 mois après l'obtention de mon diplôme. Ma grand-mère m'a appelé, inquiète de mon absence aux fonctions familiales. « Tes parents semblent stressés par l'argent ces derniers temps », a-t-elle mentionné nonchalamment. « Ton père m'a aidé à organiser mes finances, posant des questions sur mes comptes de retraite. » Une suspicion froide s'est formée. Après notre appel, j'ai contacté mon oncle Robert, le frère de papa et le membre de la famille en qui j'avais le plus confiance. Ce qu'il a révélé a confirmé mes pires craintes. Ils ont pris une 2e hypothèque sur la maison l'année dernière, m'a-t-il dit à contre-cœur. Et ils ont emprunté sur la retraite de ta grand-mère. Tout va dans l'entreprise d'Hélène. Mais Robert, cette entreprise ne gagne pas d'argent. J'ai essayé de leur dire, mais ils n'écoutent pas. Ce soir-là, j'ai composé un email formel à mes parents. Le message était clair. Je n'offrirai aucun soutien financier à eux ou à Hélène, ni maintenant ni à l'avenir. Leurs décisions financières étaient les leurs, mais ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que je les sauve des conséquences. En quelques heures, Hélène a appelé, furieuse. Comment peux-tu abandonner la famille comme ça? J'ai juste besoin d'un petit prêt pour traverser cette mauvaise passe. Ma prochaine collection changera tout. J'ai bloqué son numéro après cet appel. Puis j'ai complètement changé de numéro, ne le partageant qu'avec des amis et des collègues de confiance. La culpabilisation ne pouvait pas fonctionner s'il ne pouvait pas me joindre. Construire un système de soutien en dehors de ma famille est devenu essentiel à ma guérison. Jeff, mon ancien colocataire, avait également trouvé un travail à Columbus et est devenu une présence régulière dans ma vie. Mon superviseur au travail, Marcus, s'est intéressé à mon développement professionnel, m'offrant des conseils qui allaient au-delà des problèmes d'ingénierie. Lentement, j'ai tissé des liens avec des gens qui m'appréciaient pour moi-même, pas pour ce que je pouvais fournir ou sacrifier. Je me suis plongé dans mon travail avec une concentration qui a impressionné mes supérieurs. Pendant que mes pairs passaient leur soirée à socialiser, j'ai pris des projets supplémentaires, me forgeant une réputation de personne dévouée et fiable. Je me suis inscrit à des cours de certification du soir, élargissant mes qualifications malgré mon épuisement. Le schéma familier de surmenage était malsain, mais il me distrayait de la douleur et offrait un chemin vers la sécurité future. 6 mois après l'obtention de mon diplôme, lors d'un entretien d'évaluation, mon superviseur a noté mes contributions exceptionnelles, mais a exprimé son inquiétude. « Tu fais un travail remarquable, Henri, mais tu vas t'épuiser à ce rythme. Le succès ne se limite pas à l'excellence technique.
C'est aussi une question de durabilité. Ces mots faisaient écho aux observations récentes de ma thérapeute. Tous deux avaient raison. Je remplaçais une forme d'autodestruction par une autre. L'enfant qui avait lutté pour l'approbation parentale était devenu un homme luttant pour la validation professionnelle avec la même intensité désespérée. Cette prise de conscience a provoqué un changement dans mon approche. Non pas travailler moins, mais travailler plus intentionnellement, créant un espace pour la récupération et la réflexion. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à mesurer ma valeur selon mes propres normes, pas selon la reconnaissance ou l'approbation de quelqu'un d'autre. C'était un début fragile, facilement ébranlé par des moments de doute. Mais c'était néanmoins une croissance. 8 mois après l'obtention de mon diplôme, des nouvelles m'ont atteint par l'intermédiaire de Sarah, une amie commune du lycée. Elle avait visité un marché artisanal local où Hélène avait un stand. C'était un peu triste, Henri, a-t-elle rapporté autour d'un café. Elle bradait pratiquement ses affaires, a mentionné qu'elle fermait son espace studio. Il y avait des panneaux où tout doit disparaître partout. Malgré tout, une pointe de sympathie a fait surface. Les rêves d'Hélène s'effondraient. Et malgré le favoritisme, elle était toujours ma sœur. La personne qui avait partagé mon enfance, qui m'avait fait des cartes d'anniversaire avec des paillettes qui se mettaient partout, qui s'était glissée dans mon lit pendant les orages quand nous étions petits. Sarah a continué à fournir des détails que je n'avais pas demandés, mais que je ne pouvais m'empêcher d'absorber. Elle a des dettes auprès de fournisseurs, apparemment. Je l'ai entendu parler à un autre vendeur de plans de paiement pour des matériaux qu'elle avait déjà utilisés. 2 semaines plus tard, mon cousin Michael a appelé. Nous étions restés en contact malgré ma rupture avec la famille immédiate. Je pensais que tu devrais savoir, a-t-il dit maladroitement. Oncle Michael a pris un 2e emploi de nuit à l'entrepôt. Tante Caroline fait des remplacements pendant ses vacances d'été au lieu de prendre du temps libre comme d'habitude. L'information m'a pesé lourdement. La situation financière de mes parents se détériorait comme je l'avais prédit. Les conséquences de leur choix se manifestaient exactement comme je l'avais prévenu. Il n'y avait aucune satisfaction à avoir raison, seulement une douleur creuse. Mon premier contact indirect est venu lorsque ma tante Linda a appelé, soi-disant pour savoir comment j'allais dans mon nouvel emploi. Après quelques minutes de banalité, son véritable objectif est apparu. Tes parents sont trop fiers pour dire quoi que ce soit, a-t-elle commencé avec précaution. Mais ils traversent une mauvaise passe. Ton père s'épuise au travail avec ce 2e emploi. Ta mère semble déprimée. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je répondu d'un ton neutre. Ils ont fait des erreurs, Henri. Les parents font ça. Parfois, toutes les erreurs n'impliquent pas de prendre 47 000 $ promis à un enfant pour les donner à un autre. Elle a soupiré. Ils voient les choses différemment. Mais quoi qu'il en soit, ils ont des difficultés. Tu réussis bien dans ta carrière maintenant. Peut-être que tu pourrais aider un peu, juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Je rembourse les prêts étudiants que je n'aurais pas eu s'ils avaient tenu leurs promesses, lui ai-je rappelé. C'est plus de 600 $ chaque mois qui pourraient aller vers mon propre avenir. La conversation s'est terminée de manière inconfortable, aucun de nous n'étant satisfait. Après avoir raccroché, j'ai consulté les réseaux sociaux pour la première fois depuis des mois. Les comptes de mes parents donnaient des aperçus de leur situation. Hélène avait publié des offres promotionnelles désespérées, 50% de réduction sur tout, soutenez les artistes locaux. Maman avait partagé des citations passives-agressives sur la loyauté familiale et le soutien mutuel dans les moments difficiles, clairement destinées à moi, bien que je ne sois pas mentionné par mon nom. Des amis avaient commenté avec des émojis de cœur et des expressions vagues de soutien, ne connaissant pas toute l'histoire. Un ami commun a confirmé ce que je soupçonnais. Hélène était retournée vivre chez nos parents, incapable de payer son appartement plus longtemps. Selon cet ami, elle était tombée en dépression, passant des jours au lit et blâmant le marché injuste et l'incapacité des gens à apprécier les articles faits à la main pour l'échec de son entreprise. Elle n'avait pas cherché d'emploi régulier, s'accrochant toujours à l'identité d'entrepreneur et d'artiste. L'information a déclenché des émotions contradictoires. Une partie de moi se sentait justifiée. L'enfant en or faisait enfin face à la réalité. Une autre partie ressentait une tristesse sincère pour ma sœur, piégée dans un cycle créé en partie par le comportement permissif de nos parents. Le plus complexe était mon inquiétude pour mes parents eux-mêmes. Malgré tout, je ne voulais pas qu'ils souffrent ou qu'ils travaillent jusqu'à une crise de santé. Après avoir consulté le docteur Abrams,
j'ai rédigé un email proposant une réconciliation conditionnelle. J'aiderais mes parents à créer un plan de redressement financier s'ils reconnaissaient leur détournement de mon fonds d'études et acceptaient de cesser de soutenir financièrement l'entreprise infructueuse d'Hélène. L'aide que j'offrais n'était pas de l'argent. C'était une aide à la planification financière, en tirant parti des compétences budgétaires que j'avais développées par nécessité. Leur réponse est arrivée 3 jours plus tard, d'une prévisibilité décevante. Ils appréciaient mon inquiétude mais estimaient que j'étais contrôlant en attachant des conditions à mon aide. Ils ne pouvaient pas abandonner Hélène alors qu'elle était si proche de redresser la barre. L'email se terminait par l'espoir que je trouverais dans mon cœur la force d'aider sans jugement. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsque Michael, mon cousin, m'a envoyé un SMS avec une photo en pièces jointes. Elle montrait un tableau blanc dans la cuisine de mes parents avec le titre « Nouveau plan d'affaires, boutique en ligne d'Hélène ». En dessous se trouvait un budget qui incluait une ligne « Capital de démarrage, produit de la vente de la voiture ». Il parle de vendre la voiture de ta mère pour financer la boutique en ligne d'Hélène, a expliqué Michael. Je pensais que tu devais savoir. Le cycle continuait. Il n'avait rien appris de l'échec précédent. La définition de la folie est de faire la même chose à plusieurs reprises en s'attendant à des résultats différents. Mes parents se lançaient dans une nouvelle série d'autodestruction financière, et ils voulaient m'y entraîner. Cette nuit-là, je suis resté assis sur le balcon de mon appartement, regardant le coucher de soleil d'été et contemplant les limites. Le docteur Abrams avait souligné que les limites ne visaient pas à punir les autres, mais à me protéger. Je devais décider de ce que je pouvais offrir sans sacrifier mon propre bien-être et mon avenir financier. J'ai rédigé un nouvel email, plus clair et plus ferme que le précédent. Je ne contribuerai à aucune entreprise commerciale. Je ne renflouerai pas les entreprises en faillite. Je ne cautionnerai pas le schéma qui avait déjà causé tant de dégâts. Cependant, je restais ouvert à la reconstruction de relations personnelles s'ils pouvaient respecter ces limites. Je n'ai jamais reçu de réponse directe à cet email. Au lieu de cela, une semaine de silence a suivi, rompu seulement lorsque mon téléphone a sonné avec le nouveau numéro de ma mère, un que je n'avais pas bloqué parce que je ne l'avais jamais vu auparavant. Le téléphone a vibré sur ma table basse, affichant un numéro que je ne reconnaissais pas, mais avec l'indicatif régional de notre ville natale. Quelque chose m'a dit de qui il pouvait s'agir. Après 4 sonneries, j'ai répondu avec prudence. Allô? Henri. C'est maman. Sa voix semblait fatiguée, mais avait ce ton familier, celui qu'elle utilisait quand elle avait besoin de quelque chose. J'espère que tu vas bien. Ça va, ai-je répondu, en gardant ma réponse neutre. Comment as-tu eu ce numéro? Ta grand-mère me l'a donné. Elle s'inquiétait de la rupture familiale. Une brève pause. Tu nous manques au dîner du dimanche. La conversation banale s'est poursuivie maladroitement pendant quelques minutes. Des commentaires sur le temps, une question sur mon travail qui n'a pas attendu une réponse complète avant de passer à autre chose. Je pouvais la sentir se diriger vers quelque chose, rassemblant son courage pour le véritable but de son appel. Henri, a-t-elle finalement dit, sa voix prenant un ton plus urgent. J'appelle parce que nous avons un problème. Le propriétaire d'Hélène la menace d'expulsion. Elle doit payer son loyer en retard d'ici la fin de la semaine où elle perdra son appartement. Je pensais qu'elle était retournée vivre à la maison, ai-je dit, confus. Elle l'a fait, mais elle est toujours responsable de son bail d'appartement pour encore 3 mois. Elle ne peut pas le résilier sans payer le montant total. Et nous avons fait tout ce que nous pouvions. Ton père fait des doubles journées. J'ai pris des remplacements supplémentaires. Nous avons déjà emprunté à tous ceux qui étaient prêts à aider. Sa voix s'est légèrement brisée. Nous avons besoin de 4 000 $ d'ici vendredi où elle perdra aussi sa caution. La franchise était presque rafraîchissante après des mois de manipulation et de culpabilisation. Donc, tu me demandes d'envoyer de l'argent pour le loyer d'Hélène? Juste cette fois, a-t-elle plaidé. Juste pour l'aider à traverser cette mauvaise passe jusqu'à ce que la boutique en ligne soit lancée. J'ai pris une profonde inspiration, me recentrant avant de répondre. Maman, qu'est-il arrivé à mon fonds d'études? La question l'a clairement prise au dépourvu. Quoi, Henri? Il ne s'agit pas de ça. C'est une situation d'urgence. C'est directement lié, ai-je insisté calmement. Qu'est-il arrivé aux 47 000 $ qui devaient m'aider à obtenir mon diplôme sans une dette écrasante? Nous avons déjà parlé de ça, a-t-elle dit, la frustration perçant dans sa voix.
Nous avons pris une décision familiale en fonction des circonstances de l'époque. Non, toi et papa avez pris une décision. Hélène en a bénéficié. Je n'ai jamais été consulté, bien que je sois celui qui a été le plus touché. J'ai gardé un ton égal. Maintenant, je prends une décision en fonction de mes circonstances. Pourquoi Hélène ne travaille-t-elle pas à des emplois réguliers comme je l'ai fait pendant mes études? C'est une artiste, Henri. Elle ne peut pas prendre n'importe quel travail. Elle a besoin de temps pour créer. J'ai travaillé 30 heures par semaine tout en terminant un diplôme d'ingénieur, lui ai-je rappelé. Ça m'a presque brisé, mais je l'ai fait parce que je le devais. Pourquoi est-elle différente? Ne sois pas ridicule. C'est totalement différent. Comment? Explique-moi en quoi c'est différent. La voix de maman s'est élevée. Tu es délibérément difficile. Ta sœur a besoin d'aide. Et j'avais besoin d'aide pendant 4 ans, ai-je rétorqué. Où était cette urgence alors? J'ai entendu du mouvement à son bout de la ligne. Puis la voix de papa est venue au téléphone. Henri, ce n'est pas le moment de ressasser de vieilles rancœurs. Hélène risque de se retrouver à la rue. En tant que son frère, tu as une responsabilité. Ma responsabilité a été épuisée quand vous avez pris mon fonds d'études, ai-je répondu. Avez-vous calculé les intérêts de mes prêts étudiants lorsque vous avez pris votre décision familiale? Je paierai 21 000 $ de plus à cause de ce que vous avez fait. Personne ne t'a dit de prendre ces prêts, la voix de papa avait ce ton défensif familier. Tu aurais pu aller dans un community college ou prendre plus de temps pour terminer ton diplôme. Personne ne m'a dit non plus que l'argent promis pour mes études avait été réalloué. En arrière-plan, j'ai entendu la voix d'Hélène, qui écoutait apparemment en haut-parleur. Dis-lui juste que je le rembourserai quand ma boutique en ligne décollera. Elle avait l'air larmoyante mais pleine de droit. Il a un bon travail. Il peut se le permettre. J'ai un bon travail qui paie 42 000 $ par an, ai-je déclaré platement. Après impôts et remboursement de prêts, il me reste à peine assez pour le loyer et les dépenses de base. Je conduis une voiture de 15 ans qui tombe en panne tous les mois. Je n'ai pas pris de vacances depuis l'université. D'où pensez-vous exactement que ces 4 000 $ viendraient? Tu dois avoir des économies, a suggéré maman. Mon compte d'épargne à 900 $. C'est mon fonds d'urgence pour quand ma voiture rendra finalement l'âme. Les Wilson d'accent grave côté ont offert d'aider, a ajouté maman, changeant de tactique. Des gens qui ne sont même pas de la famille sont prêts à aider, mais notre propre fils refuse. Cette déclaration a tout clarifié sur leur perspective. Ils considéraient mon refus comme un échec moral plutôt que comme une limite. Ils ne voyaient pas leurs actions comme la rupture de confiance initiale. Dans leur récit, j'étais le méchant, pas la victime. J'ai une contre-proposition, ai-je dit, me surprenant par la clarté qui a soudainement émergé. J'ai calculé que le fonds d'études avec les intérêts m'aurait permis d'économiser 68 000 $ au total. Si vous êtes sérieux au sujet de la reconstruction de notre relation, commencez par un plan de paiement pour restaurer ce qui a été pris. Le silence qui a suivi a été profond. Finalement, papa a parlé, sa voix froide. Je n'arrive pas à croire que tu tiennes les comptes comme ça. Ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne. C'est exactement comme ça que vous m'avez appris que la famille fonctionne, ai-je répondu. Vous avez attribué des valeurs différentes à vos enfants. Vous avez investi dans l'un et exploité l'autre. Maintenant, vous voyez les retours sur ces investissements. C'est ridicule, a coupé maman. Nous n'allons pas être traités comme des débiteurs par notre propre fils. Mais vous êtes à l'aise de me traiter comme votre banque personnelle après avoir rompu vos promesses. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a commencé papa. Je l'ai interrompu. Ce que vous avez fait, c'est me montrer exactement où je me situe. Je n'enverrai pas d'argent pour le loyer d'Hélène, ni pour son entreprise, ni pour aucune autre urgence financière. Ce que je ferai, c'est offrir à Hélène une recommandation au service des ressources humaines de mon entreprise. Nous avons des postes de premier échelon qui paient bien avec des avantages sociaux. Elle devrait travailler à des heures régulières comme tout le monde, mais cela résoudrait ses problèmes financiers. C'est une artiste, a de nouveau protesté maman. Elle peut être une artiste le soir et le week-end, tout comme j'étais un étudiant tout en travaillant à plein temps. J'ai fait une pause, puis j'ai exposé ma position finale. Ce sont mes conditions. De l'aide pour trouver un emploi légitime, pas des dons en espèces.
Et toute relation future dépend de la reconnaissance de ce qui s'est passé avec mon fonds d'études. Tu as changé, Henri, a dit papa doucement. Tu es devenu froid. Je suis devenu clair, ai-je corrigé. Il y a une différence. L'appel s'est terminé peu de temps après, sans résolution. J'étais assis dans mon appartement, étonnamment calme, malgré la confrontation. Pour la première fois depuis la découverte de la vérité sur le fonds d'études, je me sentais complètement certain de ma position. La culpabilité qui m'avait tourmenté, les doutes, l'inquiétude d'être trop dur, tout cela s'était dissipé face à leurs attentes continues et à leur manque de responsabilité. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois, libéré du poids des attentes impossibles et de l'obligation unilatérale. 3 jours après l'appel de confrontation, un coup à la porte de mon appartement m'a surpris. Je n'attendais personne et peu de gens connaissaient mon adresse. À travers le Judas, j'ai vu Hélène, l'air plus mince que dans mon souvenir et moins soignée, ses cheveux habituellement parfaits ramenés en une simple queue de cheval. Mon premier instinct a été de faire comme si je n'étais pas à la maison, mais quelque chose m'a fait ouvrir la porte. Nous nous sommes regardés pendant un long moment, des frères et sœurs devenus des étrangers. « Je peux entrer ?» a-t-elle finalement demandé. Contre mon meilleur jugement, je me suis écarté. Elle est entrée prudemment, observant mon modeste appartement d'un regard qui semblait plus curieux que critique. « Si tu es ici pour de l'argent, la réponse n'a pas changé, ai-je dit en fermant la porte. Elle a secoué la tête. « Je ne suis pas ici pour de l'argent, du moins pas directement. » Elle s'est assise sur mon canapé sans y être invitée. « Je suis ici parce que je suis en colère contre toi. » Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. « Tu es en colère contre moi. » Oui, tu as abandonné la famille au moment où nous en avons le plus besoin. Tu es devenu froid et calculateur. Tu n'es pas le frère avec qui j'ai grandi. Ma colère a éclaté. Es-tu venu jusqu'ici juste pour m'attaquer? Parce que je peux te montrer la porte tout de suite. Non, attends, a-t-elle dit rapidement, sa colère se dégonflant visiblement. C'est mal sorti. Je suis juste. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas nous aider. Je me suis assis en face d'elle. Est-ce que maman et papa t'ont déjà dit exactement d'où venait l'argent pour ton entreprise? Elle a baissé les yeux sur ses mains. Ils ont dit qu'ils investissaient en moi. Ce n'était pas leur argent à investir. C'était le mien. De l'argent promis pour mes études depuis que j'ai 12 ans. Ils ont dit que c'était une décision familiale. Une décision prise sans consulter le membre de la famille le plus touché, ai-je interrompu. Savais-tu que j'ai travaillé 30 heures par semaine pendant mes études? Savais-tu que j'ai refusé des opportunités de carrière parce que je ne pouvais pas me permettre de les prendre? Savais-tu que j'ai obtenu mon diplôme avec près de 50 000 $ de dettes qui me prendront au moins 10 ans à rembourser? Elle est restée silencieuse un moment, puis a murmuré. J'en savais une partie, pas tout. Quand as-tu appris pour le fonds d'études? Elle n'a pas croisé mon regard. L'année dernière, j'ai entendu papa parler à maman pour savoir s'il devait te le dire. Maman pensait que tu n'avais jamais besoin de le savoir puisque tu te débrouillais bien tout seul. L'aveu flottait dans l'air entre nous. Elle avait su et n'avait rien dit. J'aurais dû dire quelque chose, a-t-elle continué, me surprenant. Je me sentais coupable, mais à ce moment-là, l'argent était parti, dépensé en équipement qui ne vaut pas la moitié de ce que nous avons payé, un site web que personne ne visite, des matériaux que je ne pouvais pas utiliser efficacement. Son sang-froid s'est brisé et soudain, elle sanglotait. J'ai échoué dans la seule chose en laquelle il croyait, et maintenant nous en payons tout le prix. Malgré tout, voir ma petite sœur s'effondrer a réveillé quelque chose de protecteur en moi. Pas assez pour offrir de l'argent, mais assez pour lui tendre un mouchoir et attendre que les larmes se calment. J'étais jalouse de toi en grandissant, a-t-elle dit, en s'essuyant finalement les yeux. Tu as toujours su exactement ce que tu voulais. Tu étais si intelligent, si concentré. Maman et papa s'attendaient à ce que je sois comme toi, mais quand je n'y arrivais pas, ils ont surcompensé. Ils ont jeté de l'argent et des éloges sur tout ce que j'ai tenté, espérant que quelque chose finirait par marcher. Cette perspective ne m'était jamais venue à l'esprit. Ils ont clairement fait comprendre qu'ils pensaient que tu étais celle qui avait un vrai potentiel. Elle a ri amèrement. Alors ils nous ont menti à tous les deux. Ils m'ont dit que j'étais spécial tout en paniquant à l'idée que je ne serais jamais aussi capable que toi. Elle a de nouveau regardé autour de mon appartement. Même avec tout ce qu'ils ont fait pour te freiner. Regarde-toi, employé,
indépendant, construisant une vie. Pendant ce temps, j'ai 25 ans et je retourne vivre dans ma chambre d'enfant sans rien à montrer pour tout leur investissement, sauf des dettes et des stocks invendus. Nous avons parlé pendant des heures cet après-midi-là, dissipant des années d'incompréhension et de ressentiment. Hélène a admis qu'elle avait apprécié d'être la favorite, mais a reconnu maintenant à quel point ce favoritisme avait été creux, la préparant à l'échec en l'isolant des conséquences du monde réel et des commentaires honnêtes. J'ai reconnu que j'avais été si concentré sur ma propre blessure que je n'avais pas considéré comment la dynamique familiale dysfonctionnelle l'avait également endommagée, juste différemment. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» ai-je demandé alors que le soir approchait. Elle a soupiré. « Je ne sais pas. Le propriétaire a accepté un plan de paiement, donc au moins je ne suis pas expulsé immédiatement, mais à long terme, je suis à court d'idées. Mon offre tient toujours, ai-je dit. Pas d'argent, mais je peux t'aider à trouver un vrai travail, quelque chose de stable, pendant que tu te remets sur pied. À ma surprise, elle a hoché la tête. Je crois que je suis prête pour ça. La pression constante pour faire réussir l'entreprise, pour justifier la confiance de maman et papa, c'était écrasant. Peut-être qu'un travail régulier avec des horaires réguliers me donnerait en fait plus de liberté, d'une certaine manière. Le lendemain, j'ai apporté son CV à notre service des ressources humaines. Ils avaient un poste administratif vacant, pas glamour, mais stable avec des avantages sociaux et un potentiel de croissance. Hélène a passé un entretien la semaine suivante et a été embauchée avec effet immédiat. Un mois s'est écoulé avant que je n'aie de nouvelles de mes parents. Mon père a appelé un dimanche après-midi, sa voix manquant de sa confiance habituelle. Hélène dit qu'elle travaille dans ton entreprise maintenant, a-t-il commencé maladroitement. Dans un département différent. Mais oui, elle a l'air mieux, plus concentrée. Il s'est éclairci la gorge. Elle nous a tout raconté de votre conversation, de ce qu'elle ressentait en grandissant, de la pression, du fait de savoir que le fonds d'études avait été utilisé pour son entreprise. Je suis resté silencieux, attendant. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur les intérêts de tes prêts. Sa voix est devenue plus basse. Je ne pense pas que ta mère et moi ayons pleinement compris l'impact de notre décision. Ce n'était pas une reconnaissance complète, mais c'était quelque chose. Ça a affecté tous les aspects de ma vie d'adulte, ai-je dit simplement. Je le vois maintenant. Une longue pause. Je ne peux pas tout rembourser d'un coup. Je ne sais pas si nous pourrons jamais le rembourser entièrement, mais j'aimerais commencer. Serais-tu ouvert à une rencontre pour discuter de la manière dont nous pourrions commencer à réparer les choses ? 2 semaines plus tard, une épaisse enveloppe est arrivée dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de ma mère, 6 pages de réflexion, de regrets et de demande de pardon. Elle a écrit sur ses propres insécurités en tant que parent, sur des priorités mal placées, sur la reconnaissance progressive que leur stratégie d'investissement avait nui à leurs 2 enfants de différentes manières. La lettre n'était pas parfaite. Il y avait encore des moments de justification et de minimisation, mais en dessous se trouvait quelque chose que je n'attendais pas, un remords sincère. Dans l'enveloppe se trouvait également un chèque de $2000, pas de quoi changer la vie, mais significatif compte tenu de leur situation financière, et une note promettant des paiements trimestriels similaires jusqu'à ce qu'ils aient fait des progrès significatifs vers la restauration. Le processus de guérison a été lent et imparfait. 6 mois après notre première conversation, Hélène avait été promue au travail et avait emménagé dans son propre appartement, plus modeste qu'auparavant, avec un loyer qu'elle pouvait réellement se permettre. Elle créait toujours des bijoux, mais comme un véritable passe-temps plutôt qu'une tentative désespérée d'identité et d'approbation parentale. La pression retirée, elle a découvert qu'elle appréciait réellement le processus créatif à nouveau. Mes parents ont réduit leur style de vie, faisant enfin face à la réalité financière au lieu de courir après la prochaine percée commerciale. Papa a pris sa retraite de son 2e emploi, se concentrant sur la reconstruction de sa santé après des mois d'épuisement. Maman a recommencé à enseigner à plein temps plutôt que de faire des remplacements, assurant un revenu plus stable. Ils ont effectué des paiements petits mais constants sur mes prêts, comme promis. 1 an après l'appel de confrontation, nous nous sommes réunis pour dîner dans un restaurant, en terrain neutre. La conversation n'était pas entièrement confortable, mais elle était honnête. Nous avons discuté des limites, des attentes et du travail continu de reconstruction de la confiance. Mes parents retombaient parfois dans leurs anciens schémas, mais se reprenaient maintenant ou acceptaient une correction douce. Grâce à la thérapie et à la réflexion, j'en suis venu à comprendre que ma valeur n'était pas déterminée par leur validation ou leur approbation.
L'enfant qui avait désespérément cherché la reconnaissance par la réussite était devenu un homme qui trouvait satisfaction dans sa propre définition du succès. J'ai appris que le pardon n'exigeait pas l'oubli, que les limites n'étaient pas une punition et que l'amour pouvait coexister avec la responsabilité. Ma relation avec Hélène s'est transformée le plus radicalement. La compétition artificielle fabriquée par nos parents s'est dissoute, nous permettant de découvrir une connexion authentique en tant qu'adultes. Nous n'étions pas les meilleurs amis du monde, mais nous étions des alliés dans la guérison d'un passé dysfonctionnel partagé. La leçon la plus profonde a été que la vraie famille ne repose pas sur un soutien financier inconditionnel ou une obligation. Elle repose sur le respect mutuel, l'honnêteté et le courage de se tenir mutuellement responsables. L'amour qui encourage des schémas nuisibles n'est pas de l'amour du tout, mais de la peur déguisée en générosité. Tenir fermement à mes limites n'était pas égoïste. C'était le seul moyen de briser le cycle qui nous avait tous endommagés. Mon histoire ne parle pas de vengeance ou d'abandon. Elle parle de trouver la force de dire « je compte aussi ». Mes rêves comptent. Mon avenir compte. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour votre famille est de refuser de participer à leur autodestruction, même quand ils qualifient votre refus de trahison. Si vous avez déjà dû faire des choix difficiles pour vous protéger d'une dysfonction familiale, sachez que vous n'êtes pas seul. Parfois, tenir bon n'est pas seulement pour votre propre guérison. Cela crée aussi un espace pour que les autres puissent grandir. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec votre famille? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre plus d'histoires sur la façon de trouver la force à travers les moments les plus difficiles de la vie. Merci de m'avoir écouté et souvenez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par l'incapacité des autres à voir votre valeur.